est bon. Ok, alright. Donc, bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc, aujourd'hui, on va parler de Jonathan, qui est le créateur du Mouton Noir. Et il a construit une communauté, du coup, en parlant du business sans bullshit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, donc, Jonathan, si tu veux bien, je te laisse te présenter. Et du coup, moi, c'est Jonathan du compte Instagram Le Mouton Noir. Ça fait un petit moment que je suis sur Instagram et ça fait plus ou moins 7 ou 8 ans que je suis sur Instagram, que je fais du coaching et que je suis passionné de marketing de manière générale. Donc, depuis pas mal d'années, j'ai commencé par créer du contenu autour du marketing et puis en fait, j'ai commencé à créer du contenu beaucoup plus orienté sur le marketing de contenu précisément. Et aujourd'hui, j'ai une communauté de 79 000 personnes sur Instagram, 30 000 personnes sur TikTok et 114 000 personnes sur Thread. Et c'est une communauté où je partage tous les jours, en fait, essentiellement des connaissances par rapport au marketing de contenu et plus. Ok. Ok. Donc, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, quelle est la première question? Ça a été, c'est quoi le déclic, du coup, qui t'a fait créer, du coup, justement, Mouton Noir? Et d'ailleurs, pourquoi Mouton Noir, au final? Le compte Le Mouton Noir, c'est pas du tout l'un des premiers comptes Instagram que j'ai créé. Ok. C'est le Xème compte Instagram que j'ai créé. Euh, Disons que avant, je coachais déjà des gens euh, sur Instagram, mais j'aimais bien avoir ce côté où on me connaissait pas, tu vois. J'aimais bien le côté, Ok. je coach des personnes qui ont Faciès. du succès, mais ceux qui savent qui je suis savent qui je suis, quoi. Ok. Et puis j'ai dû, enfin, je créais beaucoup de comptes pour faire des tests, Ok. des comptes que je faisais monter rapidement, etc., juste pour tester quelques stratégies. Et le compte Le Mouton Noir à la base, c'est pas un compte que j'avais créé pour que ce soit mon propre compte. À la Ok. base, je l'ai créé pour faire des tests, inconsciemment, tu vois. Ok. Mais le nom, je l'avais choisi déjà à ce moment-là parce qu'il y avait l'expression qui m'inspirait beaucoup, être le mouton noir de la famille. Genre, en gros, c'est Ouais. un peu être la personne qui fait les choses pas comme tout le monde, tu Ouais. vois. Et pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment ça. Et être entrepreneur dans le digital, c'est encore plus ça parce que, en fait, mis à part nous qui sommes dans le digital, les autres, ils ont aucune conscience de comment les choses fonctionnent. C'est vrai. Tu vois, genre quand tu parles à ta famille de ouais, je fais de la vente à étiquette, ils seront en mode ben je sais pas quoi tu me parles, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Et comment le Mouton Noir est devenu entre guillemets le compte qu'il a actuellement, c'est simplement que j'aime bien apprendre aux gens par l'exemple. Et ça faisait un petit moment que j'avais plus créé du contenu parce que la première partie où j'ai commencé l'entrepreneuriat sur Instagram, c'était soldé par le fait que j'ai dû arrêter mes activités pendant plus ou moins 8 mois et j'ai dû repartir dans le salariat, tu vois? Et quand je suis revenu du salariat, enfin quand j'ai fait les 8 mois dans le salariat, hem, j'étais en mode: «OK». J'avais toujours cette question de j'ai une deuxième option qui est que je peux retourner travailler, tu vois? Ouais. Et je suis retourné travailler et je me suis dit: «En fait, tu sais quoi? C'est pas fait pour moi». Pourtant, je travaillais dans une grosse boîte. On venait de me proposer un poste qui était un cran au-dessus, hem, mais tu vois, c'était la première fois de ma vie que j'avais une boule au ventre en allant au travail. Genre, moi, je suis quelqu'un de très joyeux, très cool, et cetera. Je suis pas très stressé dans la vie de manière générale, et cetera. Mais là, j'ai commencé à avoir une boule au ventre en allant quelque part. J'ai dit: «C'est pas normal». Donc, j'ai décidé de refuser le travail qu'on me donnait en plus, genre, le poste, supérieur qu'on m'avait donné et je me suis dit: «Tu sais quoi? Là, maintenant, tu es fixé. Le salariat, c'est pas ton truc». Tu vois? OK. Donc maintenant, il faut que tu fasses un all-in sur ta création de contenu parce que ça fait déjà longtemps que tu crées du contenu, tu as déjà accompagné des gens, donc tu sais comment ça fonctionne. Il faut que tu fasses un all-in dessus et à ce moment-là, j'ai pris, je crois que j'avais pris, 6 ou 7 personnes en accompagnement, pour me remettre un peu dans le bain, tu vois? Je les ai accompagnés pendant 3 mois et à la fin des 3 mois, il y avait, je leur ai donné un challenge qui était de publier tous les jours, tu vois? OK. Et en fait, je me voyais mal ne pas publier. Tu vois? Je me voyais mal juste leur dire: «Faites-le et ça va marcher» et cetera et donner des conseils. Donc je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais faire le challenge avec eux». Donc du coup, j'ai regardé un peu dans les comptes que j'avais. J'avais le compte Le Mouton Noir que j'avais fait monter à 148 abonnés, je crois, un truc comme ça à l'époque. C'était un compte que j'avais fait il y a 1 an, quoi, tu vois? Je te disais pour faire des tests et je me dis: «Ouais, ce compte-là, ça me va bien. Le nom et tout, ça me va bien, j'ai envie de je peux continuer là-dedans».
Donc du coup, j'ai commencé à faire le challenge avec eux. J'ai créé aussi un compte en parallèle sur TikTok et j'ai commencé à publier et résultat des courses, c'est que, en 2 mois, j'ai commencé fin août et début novembre, j'étais arrivé à 1 700 abonnés et du 1er novembre plus ou moins, je me rappelle pas vraiment exactement, on va dire plus ou moins du 1er novembre au 15 novembre, j'avais dépassé les 10 000 abonnés et puis très rapidement, le truc, il a continué à tourner et je suis monté à 20, 30, 40 000 et cetera. OK, super C'est un intéressant. peu, l'histoire d'origine, ouais. OK, et à l'origine, tu voulais quoi? Tu voulais plutôt dénoncer? Tu voulais plutôt éduquer quand tu as créé, le Mouton Noir? C'était un mix des 2. Plutôt En éduquer? fait, ça fait un long moment que je suis passionné par l'éducation, par le coaching, par la formation, parce que j'ai commencé avec, Olivier Roland. OK, ouais, si, si. Olivier Roland, je pense que c'était vers 2013-2014, quelque chose comme ça, où j'avais commencé à acheter, par acheter par regarder ses vidéos YouTube et puis ensuite j'ai acheté son livre et cetera et cetera et j'étais extrêmement passionné par ce côté éducatif, OK. tu vois? Et moi aussi étant de base, un peu geek dans le sens où, j'ai fait des études en gestion de projet informatique, j'ai fait du dev. À la base, je devais travailler en tant que dev freelance. Hem, L'écosystème du dev, en fait, c'est un écosystème où les gens éduquent beaucoup les autres, même gratuitement, parce ils vont en fait reverser à la communauté ce qu'eux ils ont reçu, tu vois? Et j'ai toujours été passionné par ce côté-là où en fait, tu apprends des choses qui te permettent de t'élever et puis ensuite tu redonnes ces choses-là à des personnes qui sont en fait à un niveau dans lequel tu étais avant, tu vois? Donc je suis vraiment un gars qui est purement dans l'éducation, tu OK. vois? Et c'est pour ça que dans ma création de contenu jusque maintenant, on voit que c'est des contenus où j'aime bien expliquer les choses, détaillées et cetera. Et du coup, ça a été quoi la 1re réaction du coup, du marché par rapport au contenu que tu produisais? Est-ce que c'est parti genre très fort? Est-ce que ça a été un petit peu, flat et après ça a décollé? Comment le marché a répondu du coup à tes Moi, je pense que le marché l'a bien réagi dans le sens OK. où, j'estime que, allez, passer de 140 abonnés à 1 700 abonnés en 2 mois, ça va, tu vois? Ouais. Les gens sont extrêmement pressés aujourd'hui en termes de résultats. Moi, je trouve que ça va. Mais surtout, une fois que mon compte a commencé à avoir les premières personnes qui réagissent bien, je suis très vite monté, à 10 000 abonnés, je suis très vite monté à 20 000, à 30 000 abonnés. Hem, donc ouais, le marché l'a plutôt bien pris et je pense que c'est aussi le fait que, voilà, je suis pas venu j'ai pas commencé à créer du contenu sur le Mouton Noir comme première expérience, tu vois? OK. Comme je te Ouais. disais, j'ai déjà coaché les gens, j'avais déjà, le tournoi, c'était quand? Je crois que j'avais 30 ans. Ça faisait déjà 11 ans plus ou moins que j'étais dans l'entrepreneuriat, tu vois? Ouais. Donc j'avais déjà du bagage qui faisait que j'étais à l'aise et confiant dans ce que je disais et effectivement, il fallait juste que les gens connectent et il fallait juste que l'algorithme prenne et commence un peu à pousser mon contenu de plus en plus. Pour moi, ça a été, assez rapide, en fait, au final. Et surtout qu'on précise que tu fais pas du tout de contenu mainstream avec, des trucs, super à la mode, qui donnent envie de cliquer ou putaclic, tu vois? Ça dépend. Disons que je vais pas faire du contenu tendance, tu vois? Que tout le monde voit sur les réseaux sociaux, surtout à l'époque. À l'époque, quand les reels ont commencé, il fallait danser. Je voyais des coachs qui faisaient des chorégraphies. J'étais en mode: «Mais les gars, vous êtes perdus», tu vois? C'est un truc de fou. Tu vois? J'ai pas fait ça, mais au final, la création de contenu, c'est peu importe ce que tu partages, c'est du divertissement. Ouais, bien sûr. Mais, dans le divertissement, il y a des gens qui regardent des conférences TED, même si je sais que c'est plus à la mode maintenant, mais il y a des gens qui regardent des conférences TED et tu vois, c'est de l'éducation. Il y a des gens qui regardaient des émissions comme C'est pas sorcier et c'est de l'éducation, tu vois? Donc, Ouais. si tu sais comment amener l'information, tu peux dire ce que tu as à dire d'une manière où les gens vont le réceptionner correctement, tu vois? OK. Donc, ouais, non, j'ai pas suivi les tendances, mais je me suis plutôt basé sur le fait de savoir écrire des scripts. Parce qu'au final, suivre les tendances, c'est un peu dire: «Je comprends pas comment les choses se passent. Je vois C'est pareil. qu'il y a un train qui va dans cette direction-là. Je vais moi me shrinker pour pouvoir rentrer dedans et pouvoir avoir de la visibilité». Du coup, tu as une qualité de visibilité qui est pas bonne parce que les gens viennent sur ton compte pour la tendance.
Ils viennent pas sur ton compte parce que tu dis certaines choses ou bien parce que ce que tu partages les intéresse. Ouais, clairement, clairement. En fait, c'est ça, ouais, l'idée, en fait, c'est vraiment vaut mieux avoir de la qualité, plutôt que du volume. Mais je pense que c'est pour ça que, quand tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait, à peu près plus de 1 000 abonnés sur 2 mois, en effet, pour certains, ça peut paraître peu, mais on n'est pas sur des trucs, vraiment, on va dire, putaclic, très divertissants, où ce que tu danses et cetera. On est vraiment sur un contenu de qualité, donc forcément, on attend d'avoir des prospects de qualité, donc forcément, on a finalement, des audiences qui sont plus petites, mais peut-être beaucoup plus lucratives après derrière, sur le moyen long terme, quoi, du coup. Ouais, et je pense même que les gens, ils sont un peu dans une désillusion actuellement par rapport aux réseaux sociaux. Parce que, tu vois, avant d'être dans tout ce qui est création de contenu, j'étais dans le web, tu vois? Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à créer du contenu, c'est parce que j'avais une problématique, c'est que je faisais des sites internet pour des gens et ces gens-là, ils avaient pas de visibilité par la suite, tu vois? Moi, j'étais pas un expert en SEO, un expert en création de sites internet et avoir 1000 personnes qui sont abonnées à ton compte, 1000 personnes qui sont là et qui valident ton travail, en fait, je connais très peu de personnes qui ont besoin de 1000 clients là, tu Ouais, vois? Et qui ont la capacité d'en gérer 1000, tu c'est ça. vois? Et ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que si tu sais pas gérer 10, 20, 30, 40, 50 personnes, c'est pas parce que tu en as 10 000 que ça va changer, tu vois? Si tu as appris à avoir de la visibilité et des abonnés, avec tes 10 000 abonnés, ce sera juste une preuve que tu peux avoir de la visibilité et des abonnés, tu vois? C'est pas une preuve Ouais, que tu es clairement. capable d'avoir des clients, que tu as une offre, et cetera, et cetera. Donc effectivement, quand tu as 1000 personnes qui s'abonnent par rapport à ton expertise, a largement plus de valeur que d'avoir, 10 000 personnes qui sont là et qui sont juste, là parce que tu as fait une trend, quoi. C'est clair. Moi, j'aime bien faire une association, en fait. Il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ont perdu la notion de ça, mais c'est comme si demain, tu venais à Mmh. animer une conférence, tu vois, sur ton sujet. Donc, en l'occurrence, ce serait ton Instagram et tu as, par exemple, 1 000 personnes, tu vois, devant toi, tu vois? C'est totalement comme tu as dit, en fait, c'est totalement, énorme, en fait, parce que tu pourras jamais signer, Mmh. encaisser 1 000 clients d'un coup, et pourtant, tu as quand même 1 000 personnes qui te suivent pour ton contenu de qualité. Ouais, C'est ouais, vrai que maintenant, ils courent beaucoup à travers les chiffres, mais ils oublient que derrière, il y a des personnes qui sont, heu, intéressées, pas intéressées ou autres, et en fait, vraiment, il faudrait plus faire la course aux chiffres, mais plutôt plus course à la qualité, tu vois? Et dans ce cas-là, tu auras exact. moins d'abonnés, mais beaucoup plus quali, qui sont prêts à s'asseoir et bah, à discuter 1 heure avec toi, tu vois? Exactement, et tu vois, ça me relance sur, j'ai fait un gros changement sur ma création de contenu actuellement et mon compte fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de vues que ce que je pourrais faire. Je suis passé de faire des vidéos qui font 1,6 million de vues, 800 000 vues, 400 000, bref. J'étais passé là beaucoup les 10 000 vues, on va dire, à un contenu qui fait, actuellement, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 vues, et cetera. Et ça va augmenter avec le temps. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce que j'ai fait cette transition? Et surtout, c'est quoi les coulisses qu'il y a derrière? C'est que pendant un moment, effectivement, mon but, ça a été de publier du contenu qui va fonctionner. Et publier du contenu qui fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est pas difficile, tu vois? Si tu fais un peu de recherche, tu peux savoir ce qui fonctionne dans ton marché et à partir de ça, tu peux, heu, récupérer les idées de contenu, les refaire à ta sauce et c'est plié, tu Ouais. vois? Au bout de X publications, il y en a bien une qui va péter et puis ensuite, 2, puis 3, puis 4 et puis ça va commencer à tourner, tu vois? L'idée, c'est que avec le switch que j'ai fait, j'ai beaucoup moins de vues, mais par contre, hem, si je regarde mon calendrier sur le mois d'octobre, de septembre, octobre et début novembre, sachant que là, je suis en train de switcher un peu, donc du coup, je prends plus de rendez-vous parce que je fais plus de one-one. Mais sur cette période où je continuais à prendre du one-one, bah, mes semaines étaient full, tu vois? Mes semaines étaient même plus full que Clairement. quand je faisais du contenu, qui était, mainstream pour mon domaine, d'une certaine Ouais. manière, tu vois? Ce qui veut dire que en vrai, avec des publications qui vont faire, 2 500, 3 000 vues sur les premières 24 heures, j'ai largement de quoi remplir un agenda et j'ai largement de quoi le remplir semaine après semaine, tu vois? Et c'est vraiment ça qui fait que tu te rends compte que on s'égare beaucoup quand on veut vraiment chercher que de la visibilité parce que tu peux avoir le même nombre de rendez-vous pour 10 fois moins de vues, tu vois? Mais au contraire, le 10 fois moins de vues, c'est un peu un croc que tu fais, comme tu le disais. Hem, j'accepte d'avoir moins de vues en échange du fait que je suis plus précis par rapport à ce que je raconte.
tu vois? Et comme je suis plus précis sur ce que je raconte, j'attire des meilleures personnes et finalement, j'ai plus ou moins le même nombre de rendez-vous parce que de toute façon, avant, je devais faire du tri et cetera, disqualification parce que tout le monde peut pas arriver en rendez-vous. J'arrive à avoir des meilleures personnes et finalement, j'ai plus de facilité à faire des ventes, Ouais. tu vois? Et après, Donc du coup, je pense que tu dois avoir aussi plus de facilité à les amener à l'objectif final parce qu'ils sont plus motivés, ils sont plus réfléchis in fine, du coup. c'est un peu la base de mon changement, c'est que à la base, moi, je suis pas drivé par l'argent. Je suis pas le genre de gars qui va juste montrer que voilà, il a fait autant de chiffre d'affaires. Je suis vraiment drivé par, j'aime coacher. Genre, c'est vraiment un truc que j'aime, tu vois? Depuis que je suis gosse, j'aime bien faire ça. J'ai eu ce truc où, j'ai eu pas mal de clients d'un coup et je me suis rendu compte que il y avait une bonne partie qui, qui participait pas particulièrement aux sessions. Ils avaient pris le programme et cetera, mais la grosse majorité ne participait à rien. Une autre partie qui n'appliquait pas concrètement les conseils, et une petite partie qui appliquait le tout et qui participait. Cette petite partie-là, ils ont tous eu des résultats, tu vois? Pas tous au même moment, mais ils ont tous eu des résultats et en fait, je me suis dit: «C'est quoi les points en commun de toutes ces personnes? Quels sont les trucs qui revenaient à chaque fois quand on les a onboardés qui fait que à la fin, ils ont tous eu des résultats?» Tu vois? Et ça revient sur la qualité du lead, tu vois? Tu peux facilement, aujourd'hui, convaincre une personne de lâcher 3, 4, 5 000 € dans ton programme d'accompagnement parce que, le marché, il est éduqué sur les prix. Mais par contre, est-ce que la personne que tu viens d'onboarder, elle vient de rentrer dans ton accompagnement parce qu'elle est prête à passer à l'action aujourd'hui ou bien parce qu'elle a été convaincue par le closer? C'est ça. Tu sais qu'au Tu vois? niveau des ads, c'est exactement la même chose, en fait. Il y a j'ai des clients qui se focusaient beaucoup sur le coût par lead, donc avoir plus de volume, plus rapide, le moins cher possible. Mais en fait, derrière, ça convertit pas, tu vois? Et au début, Mmh j'en mh. ai qui veulent pas me croire, tu vois? Donc au début, on fait comme ils veulent, ils veulent à tout prix le voir, enfin payer pour voir. Et une fois qu'ils ont vu, ils sont plus: «OK, je préfère payer lead peut-être même 5 fois plus cher», alors qu'avant, ils me disaient: «Si ça dépasse 2 centimes de plus, c'est mort», tu vois? 5 fois plus Ouais, cher ouais, pour avoir beaucoup plus de ventes derrière ou, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir des ventes, qualité avec des gens qui suivent les programmes, qui sont vraiment, comment je peux dire ça? Inspirés et d'autres prêts à être drivés, tu vois? ouais, Donc, ouais. c'est clairement écho à la même chose. Du coup, j'avais une autre question. Pour toi, actuellement, la plus grosse, illusion qui va être vendue dans le monde business, dans le monde du business, ça va être quoi, du coup? À titre perso, j'en profite pendant que tu réfléchisses. Je trouve que moi, la plus grosse, c'est en gros que le million, ça se fait comme ça, en gros, tu vois? Genre que c'est Mmh. facile de faire vachement de cash en 6 semaines, tu vois? Même si tu débutes, même si tu as aucun skill et en fait, tu te rends compte que il faut que tu sois prêt, mentalement déjà, à pouvoir supporter la charge. J'ai envie de dire même limite un peu plus, grandi, dans le sens où il faut que tu sois un peu plus Mmh. mature sur tes décisions. Faut pas faire de Mmh. caprices, faut pas recruter lui parce que peut-être tu pas sa tête ou parce que tu pas comment il parle, mais si le mec est bon et qu'il l'aura et bah, il doit faire le taf, tu vois? Il y a plein de trucs, je trouve que Mmh mh. c'est beaucoup négligé, dans le business. Ils disent juste: «Faire du million, c'est avoir plus de clients, tous les jours», mais au final, je trouve que c'est plus complexe et pour moi, c'est la grosse douille, du moment, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit parce que je trouve que c'est super deep. Il y a une phrase que j'aime bien, je sais plus comment elle se dit exactement, mais c'est un truc du genre, l'entrepreneuriat, c'est une quête personnelle déguisée en quête financière, tu vois? Et je trouve que cette phrase, elle est super forte dans le sens où, en fait, moi, tous les paliers que j'ai réussi à dépasser, je les ai d'abord dépassés mentalement avant de les dépasser, dans la vraie vie, Ouais, tu vois? Ouais. Et cette histoire du million, moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas. Première chose, c'est que effectivement, c'est pas un truc que tu peux avoir en claquant des doigts. Ça fait quand même, 83 333 € si je me rappelle bien par mois. Tout le monde peut pas exact. les faire mensuellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même pour les personnes qui peuvent le faire, enfin qui peuvent travailler assez pour le faire, et ça, c'est une opinion qui est assez personnelle, c'est que, moi, je veux pas devenir millionnaire de la manière dont je veux pas le devenir. OK? J'ai commencé à entreprendre parce que dans le digital, surtout parce que ça me permettait d'être à l'aise dans mon style de vie et ça me permettait en même temps de faire quelque chose que j'aime, tu vois? Et je trouve que c'est très facile, avec beaucoup de guillemets,
de se dire, OK, je vais, juste scaler et la vie entière de mon business, ce sera du scaling et heu et je vais arriver à mon million. Je trouve que c'est facile. C'est pas facile, hein, parce que Ouais, ça bien demande sûr, énormément de travail et de process, hein, mais c'est juste pour, pour schématiser, ouais. mettre parce qu'en fait, pour moi, un business qui est en phase de scaling constant, c'est pas un business qui a le temps de faire attention à tous ses nouveaux clients et cetera et cetera. Il y a un moment où, en fait, la phase de scaling que tu vas avoir demain doit être, en fait, ta phase normale aujourd'hui. Et si tu n'es jamais dans une phase où tu stabilises les choses, en fait, tu es juste intéressé par la croissance et le fait de gagner plus d'argent. Et certes, tu peux devenir millionnaire, bien évidemment, en faisant ça, mais à côté, l'impact que tu laisses, tu vois, la trace que tu laisses chez les gens, je trouve que ça craint, tu vois? Donc, je trouve que voilà, on peut devenir millionnaire, on peut devenir plus ou moins rapidement, ça dépend des gens, ça dépend de leur background et cetera. Hem, mais je pense que le devenir sainement, c'est encore mieux. Et puis ensuite, je pense aussi que les gens, ils imaginent pas c'est combien 1 million quoi, tu vois? Ouais. Si tu fais 10 000 € par mois, bah, il faudra un peu de temps, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais les gens se rendent même pas compte maintenant, limite, quand on voit sur LinkedIn ou autre, hein, 10 000 € par mois, c'est, à croire que tout le monde fait, 10 000 € par mois et qu'ils roulent tous, Non. avec des belles voitures, tu vois? Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. Et ça fait bien, en Mmh. plus, un écho, j'ai un mentor qui me dit justement, en fait, quand tu scales, en fait, il faut accepter dans cette période de scale de vivre dans le chaos. C'est-à-dire qu'il y aura des accroches Exact partout, tu vas avoir des mecs qui vont te planter parce que, le process, il va tenir, mais peut-être sous la pression, il va peut-être, un peu «fuiter» entre guillemets. Tu as des exactement. clients qui vont te trouver des nouvelles problématiques que tu avais pas avant sur un volume plus petit, et cetera, tu vois? Donc, vraiment, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait de scaler. Comme il faut, entre guillemets, quand tu scales, il faut être OK aussi à vivre avec on va dire un petit peu le truc qui est pas hyper parfait. Ça aussi, ça demande aussi un Exactement. travail pour toi de je sais que je skate, je sais que je vais avoir de la casse à droite à gauche, mais comment je fais Exactement. pour limiter ça et faire un truc le plus propre possible, tu vois? Et après prendre un palier, tout remettre à plat et reconstruire pour, vraiment step by step, tu vois? Tu peux pas faire de 0 à 1 million tout seul parce que même Mmh, niveau mmh, mindset, mmh. c'est totalement, impossible, tu vois? Tu passes de «je suis Ouais, tout seul ouais. chez moi» entre guillemets dans ma chambre, à une équipe, tu dois gérer des sales, tu dois gérer de l'équipe marketing et tout. Logiquement, il faut être prêt aussi à aussi supporter le poids Ah, de l'équipe entière, en fait, au final. ouais, 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 ouais. Ouais, c'est clairement ça, hein. C'est clairement ça. Hem et ça permet de rebondir sur ce que tu disais, heu et pour préciser, en fait, c'est que genre, en fait, ouais, scaler effectivement, c'est du chaos, tu vois? C'est vraiment du chaos, il faut être à l'aise avec ce chaos-là. Mais pour moi, c'est juste que c'est pas une phase permanente pour un business. C'est une phase de scaling. C'est un peu, voilà, quand tu es gosse, tu grandis progressivement et puis ensuite dans l'adolescence, boum, tu pousses d'un coup, tu vois? Et la phase où tu pousses, c'est une phase douloureuse. Tu changes, tu as des boutons, tu as ci, tu as ça, il y a plein de trucs qui se passent dans ta vie, et cetera et puis tu te restabilises, tu vois? Mmh. Et puis tu peux te restabiliser et puis repasser dans une phase de scaling après et puis ensuite restabiliser et cetera et c'est du chaos, donc les gens doivent le savoir. Et le chaos, ça fait mal. Comme quand on grandit, Le on a un chaos, petit peu ça fait mal à mal. droite, à gauche et donc heu Exactement. et donc voilà. D'ailleurs, tu penses quoi? Tu penses que les gens, ils préfèrent à l'heure actuelle du succès ou plus du sens? Ou peut-être un mix? C'est un peu controversé ce que je vais dire. On est là Je pour pense que ça. tout le monde veut du succès, mais tout le monde fait semblant de vouloir du sens dans le marché dans lequel on est actuellement. Tout le monde, en fait, est en train de dire: «Je veux de l'authenticité, je veux ci, je veux ça» et cetera. Non, tu es en business, tu vois? Tu es en business, donc ça veut dire que en vérité, en business, ce qui compte à la fin de la journée, c'est combien d'argent est rentré. Après, bien évidemment, tu peux avoir du sens, c'est clair et net. Hem Je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui utilisent le sens comme, bouc émissaire, en fait, tu vois? En gros, ouais, c'est parce que je veux que mon business soit authentique, je veux qu'il y ait du sens, je veux qu'il y ait ci, je veux qu'il y ait ça, que je fais pas les actions que je suis censé faire pour avoir des résultats. La vérité, c'est que non, tu fais pas les actions que tu es censé faire pour avoir des résultats parce que tu les fais pas, tu vois? Il y a pas de Il y a rien, tu vois? il y a pas de pause. Et le business, il change pas, tu vois? C'est pas parce que, tu dis que toi, tu le fais pour avoir du sens que les actions que tu es censé faire vont, s'aligner autrement, d'une certaine manière, tu vois? Et moi, je trouve que ça nécessite beaucoup d'expertise, ne serait-ce que pour nommer ce que signifie avoir du sens dans une activité que tu maîtrises pas encore, tu Ouais. vois? Hem
Donc, moi, je pense que tout le monde veut du succès, concrètement, dans son activité. Heu et en plus, le succès et le sens, c'est pas 2 choses qui sont décorrélées. C'est des 2 choses qui vont ensemble. Mais je préfère mettre l'accent sur le succès parce qu'au moins, si tu focus sur le fait d'avoir du succès, tu vas faire des actions qui vont te diriger vers ça et qui vont peut-être te permettre de réussir, que de mettre l'accent sur le sens, dans le sens où si tu es uniquement drivé par le sens, même si je trouve que c'est très important, hein. Moi, je suis vraiment j'ai vraiment ça aussi dans mon ADN, mais si tu es drivé uniquement par le sens, j'ai aussi le sentiment que tu vas aussi te coincer un peu dans ta zone de confort, Ouais, tu vois? ouais, bien Qu'est-ce sûr. qui a du sens pour toi à l'instant T, alors que tu viens de commencer du business, ton business pour la première fois et que tu sais pas ce qu'il faut faire? Ce qui va Exact. avoir du sens, pour toi, ça va être, de pas déranger les gens, par exemple. Non, faut que tu fasses du bruit, faut que les gens t'entendent, tu vois? Ce qui va avoir du sens pour toi, c'est, j'ai pas envie de vendre trop cher parce qu'il y a des gens qui, n'ont pas de budget, qui n'ont pas 5 000 € à mettre sur un truc et cetera. Du coup, j'ai envie d'être abordable et cetera. Ouais, ça a du sens pour toi, mais en fait, ça a pas de sens, c'est une peur, tu vois? Mmh. Focus toi sur le succès, sur le fait que ton truc réussisse. Prends en fait le marché dans lequel tu es. Ouais. Heu, Tu pourras mettre du sens dans tes actions, une fois que tu auras compris en fait ce que tu es censé faire. Dans un premier temps, je pense que les gens, ils sont focus sur le succès, mais qui se mentent en disant, tu vois? Ça rassure, en fait. Tu vois? De se Ouais. dire: «Ouais, non, mais moi, je fais des trucs, qui ont du sens». Ça rassure. Ouais. Clairement, clairement. C'est ce que je remarque et aussi j'ai des clients que j'accompagne, tu vois, en ad et même ils ont des budgets importants. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre le sens avant le succès. Ça veut dire que des Mmh, fois, on se retrouve avec, des promesses marketing, une fois que je les vérifie, qui sont mmh. alors oui, il y a du sens, mais derrière, il y a aucune valeur business, tu vois? Pourquoi un mec, il dépenserait 3 000 à 4 000 € juste pour du sens, tu vois? C'est pas un confort du Exactement. sens. Il lui faut que ça lui ramène de l'argent, du temps, de la santé, de l'énergie, tu vois? Un vrai truc palpable, tu vois? Yes, 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 yes. Ça me rappelle, j'avais fait un call une fois avec une dame qui me parlait de qu'elle, elle amène vraiment du sens dans le business des gens et c'était vraiment ça, tu vois? C'était: «J'amène vraiment du sens dans le business des gens, je leur permets vraiment d'avoir un truc, qui leur correspond» et cetera et je lui ai dit: «Mais du coup, enfin». Elle était CM, tu vois? Et je demande: «Mais, enfin, moi, si tu viens me vendre ton truc et que tu me dis que tu vas mettre du sens dans mon business, je m'en fous, en fait». Tu vois? Parce que Ça paye pas les factures. ça paye pas les factures. Moi, je vais pas payer une CM pour qu'elle me parle, enfin, pour qu'elle mette du sens. Tu vois? Je vais payer une CM parce qu'elle va me faire économiser du temps, parce qu'elle va ça dépend de ses compétences. Moi, pour moi, une CM, c'est vraiment une personne qui va répondre à mes messages et qui va publier du contenu, tu vois? Pour moi, CM, c'est pas particulièrement une personne qui est extrêmement spécialisée en création de contenu parce que, voilà, ça dépend. Il y en a qui sont très bons. Mais grossièrement, quand je prends une CM, je m'attends juste à avoir une CM. Je c'est ça, en fait, tu vois? Ça va me libérer du temps par rapport à certaines choses, des tâches de community management que j'ai pas envie de faire, tu vois? Mais, si tu veux me parler de sens et tout et moi je serai aligné à ton message et cetera, oui, en fait, c'est très important ce que tu me dis, mais c'est un soft skill. C'est pas le hard skill que je veux, tu vois? En fait, c'est le petit bonus, c'est le petit truc en plus qui va faire que mais entre guillemets, ou comme tu l'as dit au début, en fait, il vaut mieux construire un business orienté succès pour mettre les bonnes actions, même si ça te met dans le mal parce que c'est pas des trucs avec lesquels tu es habitué à faire. Mais au moins après tu sais ce que tu veux pas et après, une fois que tu as avancé, tu peux te permettre de dire: «OK, je mets du sens là parce que ça fait écho, là finalement c'est pas bon pour moi» Mmh, et cetera et cetera. Donc au final, tu mmh. apprends à te connaître toi, mais à connaître ton business et comment toi tu bosses dans le business du coup. Parce que chacun a un petit peu sa méthodo, ton truc perso pour bosser, et être Ouais, aligné avec ouais, ce qui te plaît, quoi. ouais, c'est clairement ça. Après, je dis pas qu'il faut faire des choses à contre-cœur. Genre, par exemple, moi, il y a des choses que je ferai jamais en business, tu vois? Comme? Ça, c'est mes principes, c'est mes principes de vie, tu Comme vois? quoi? Heu, genre, par exemple, mentir. OK. Je sais que c'est très, que ça arrive. Mentir, par exemple, pour avoir un client, tu vois? Mentir sur mes chiffres, mentir sur pas mal de trucs, c'est un truc que je ne ferai jamais, tu vois? Mais, quand je parle de sens, je parle vraiment du fait que il y a des trucs qui ont du sens pour toi parce que tu es pas encore assez avancé, tu vois? Et il y a des trucs qui ont du sens pour toi, mais c'est pas des trucs qui ont vraiment du sens, c'est juste que ça te permet de rester dans ta zone de confort et ça te permet de pas faire certaines actions et de te conforter sur le fait que tu ne l'as pas fait parce que ça n'avait pas de sens, tu vois? Après, il y a des principes de vie qui sont beaucoup plus poussés, des choses que tu ne feras pas, parce que voilà, c'est contre ta manière d'être et cetera.
pour moi, est beaucoup plus deep, typiquement, parce que, voilà, il y a aussi rien de pire que construire un business dans lequel tu es pas aligné du tout, tu vois? Ouais, ouais, c'est une prison dorée. Mais il faut faire la séparation entre tes principes de vie et des trucs que tu te racontes juste parce que ça te permet d'être, confortable dans ta tête avec les actions que tu fais pas, quoi. Et du coup, ça me donne une question, c'est quoi pour toi le vrai marketing, du coup? Le vrai marketing, c'est une bonne question parce que je regarde beaucoup de trucs par rapport à ça. Pour moi, le vrai marketing, déjà, c'est de la psychologie, principalement. Hem, il y a un truc que j'aime bien qui s'appelle le diagramme de Fogg, je sais pas si tu connais? Et c'est un truc qui permet de travailler sur le comportement. En gros, ça dit quoi? Ça dit que pour qu'une personne fasse une action, il faut qu'il y ait de la motivation, il faut que la personne ait la capacité de le faire et il faut un déclencheur, tu vois? Quand tu as ces 3 éléments-là, les gens vont faire une action et je trouve que son truc résume très bien le marketing dans le sens où c'est le fait de faire des actions qui vont, enfin de mettre en place des choses qui vont faire en sorte que les gens vont faire l'action que tu veux qu'ils fassent, tu vois? Donc typiquement, si aujourd'hui je crée énormément de contenu, sur le marketing et je balance juste le contenu comme ça, les gens, l'action qu'ils vont faire, c'est peut-être apprécier mon contenu. Si je fais le même contenu, OK? Et que en même temps, je mets un appel à l'action en mode, donc du coup un trigger en mode, abonnez-vous et qu'ils ont la capacité de s'abonner parce il faut juste cliquer sur le bouton directement sur le reel, ils vont s'abonner, tu vois? Si, je leur dis: «OK, commente X, Y, Z pour pouvoir, avoir accès à ça» et qu'ils commentent, ils ont la capacité de commenter, ils vont avoir le truc en question et ils vont pouvoir aller à l'étape d'après, tu vois? Et l'idée, c'est Ouais. quoi? C'est que le marketing, c'est vraiment ce truc qui va permettre de diriger les gens vers l'endroit où tu veux qu'ils soient dirigés, hem, tout en faisant qu'ils aient l'impression que c'est eux-mêmes qui ont pris la décision. Ouais. C'est un peu comme le dicton qu'on dit: «Les gens, détestent qu'on leur vende, mais ils adorent acheter», tu vois? Exactement, exactement. Tant que la personne, hem, elle est en mode: «Ouais, c'est moi qui ai décidé de le faire», ça passe. Même, en vente, hein, même quand tu arrives en appel de closing, c'est la même chose. C'est jamais toi qui vends à la personne, c'est la personne qui se vend à elle-même. Après, le truc que j'aimerais juste rajouter à ce que tu as dit, ce serait que pour moi aussi, ce qui est hyper important, ce serait la cohérence entre ce qu'ils ont vu ou consommé sur les réseaux et ce que tu vas vendre réellement, tu vois? Vraiment, ça va dans la continuité justement de ta définition du marketing, mais en vrai qui est très Mmh, intéressante. Et tu penses ouais, qu'aujourd'hui, on peut encore vendre avec, de la transparence ouais, plus que jamais? clairement, plus que jamais, ouais. Ouais, je Ouais, pense aussi. je pense plus que jamais, ouais. Je trouve qu'on arrive dans un marché justement, en termes de création de contenu où, avec les IA, avec la capacité de créer rapidement, avec la capacité, toujours avec les IA de récupérer plein d'idées, de faire, plein de trucs et cetera. Hem, la transparence devient vraiment le truc qui nous rend humains et qui nous différencie en fait, des autres de manière naturelle sans qu'on ait besoin de faire d'efforts, tu vois? Et et je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont besoin de ça. Parce que, allez, même dans la création de contenu aujourd'hui, énormément de personnes savent comment ça fonctionne. Énormément de personnes savent qu'il faut chercher des idées de contenu à gauche, à droite et cetera. Et tout le monde publie la même chose, plus ou moins, tu Ouais, vois? Et dans cet écosystème-là, être soi-même, être transparent sur des choses, sur ses résultats et sur pas mal de trucs, ça permet vraiment de casser le pattern, en fait. Tu vois? Et de faire en sorte que les gens voient quelque chose qu'ils ne voient pas habituellement ailleurs et c'est très psychologique, tu vois? Je crois que tu connais le concept de pattern interrupts. Donc en gros, si je vois toujours des carrés, des carrés, des carrés, des carrés, des carrés et là je vois un triangle, le triangle, il va capter mon attention, tu vois? Si je vois toujours des gens qui publient la même chose de la même manière avec les mêmes chiffres et cetera et puis je vois une personne qui est authentique, mon cerveau il va: «Hein, qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Hem, j'aime bien expliquer les choses de manière très pragmatique comme ça, mais je trouve que on est dans un écosystème où effectivement, étant donné que beaucoup de personnes publient la même chose tout le temps de la même manière et parlent toujours des mêmes choses, la transparence et l'authenticité a sa place. Après, j'aime bien dire aussi que oui, il faut être authentique, mais il faut être authentique de la bonne manière. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es authentique que tu as pas de stratégie derrière.
mais effectivement, ça permet de sortir de l'eau. OK, OK, hyper intéressant, ouais, clairement. Hem, selon toi, du coup, comment est-ce qu'on peut vraiment alors justement, c'est une question qui vient après ça, c'est comment est-ce qu'on peut se différencier sans vraiment tomber dans une mise en scène de, je veux du sens, je veux de la transparence, tu vois? Je fais un petit peu le monde des bisounours, tu vois? Yes. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que, la première chose qu'il faut faire quand tu commences à créer du contenu, en fait, pour moi, quand tu commences à communiquer d'une certaine manière, c'est travailler sur ton positionnement, tu vois? Quand tu bosses sur ton positionnement et que tu sais qui est-ce que tu as envie de devenir, et où est-ce que tu as envie de pousser ton personal branding, tu sais ce que tu es censé dire, tu sais ce que tu es pas censé dire et aussi tu sais quelle partie de ton histoire tu es censé mettre en avant dans ton contenu, tu vois? Oh, Et c'est à ce moment-là que tu réfléchis, en fait, à tout ça et tu mets du sens autour de tout ça, tu vois? Une fois que tu as un positionnement qui est clair, non seulement pour toi, mais aussi pour ton audience parce que le contenu que tu vas publier, il va être plus clean. Ils vont pas savoir pourquoi, mais ils vont sentir que c'est cohérent tout ce que tu publies, tu vois? Une fois que c'est clair, tu as pas de problème, en fait, à partager les choses. Mais quand tu as pas de positionnement, c'est-à-dire que tu as pas de direction. C'est-à-dire que tu publies juste, pour publier, tu publies juste parce que, on t'a dit: «OK, il faut mettre des hashtags». OK, du coup, tu mets des hashtags. Il faut parler de ça, du coup, tu parles de ça et cetera. Mais si tu as un positionnement, tu as un filtre, tu vois? Et si tu as un positionnement, ça te permet aussi de te dire: «OK, ce contenu-là, est-ce qu'il sert ma mission? Est-ce qu'il sert il me sert à aller où je veux aller ou bien il me sert pas à le faire?» Tu vois? S'il me sert à le faire, alors OK, je peux le publier, tu vois? S'il me sert absolument pas dans cette direction-là, je vais pas le publier, tu vois? Et du coup, ouais, la réponse à la question, c'est pour avoir de l'authenticité et tout ce qui va avec, être unique, tout ça, commence d'abord par prendre le temps de travailler ton positionnement avant de publier n'importe quelle pièce de contenu. Parce qu'au final, c'est ça, en fait, qui fait que tu te sens désaligné, tu vois? et est-ce que tu penses qu'il y a de la place, du coup, pour un marketing un peu plus mature? C'est-à-dire qui te dit vraiment les 4 vérités, tu vois? Même si tu veux pas les entendre un peu plus, un peu moins propre, mais on va dire un peu plus, pragmatique, tu vois? Un peu plus terrain en mode, voilà, si déjà avant de me parler de Minos, si déjà tu pas OK dans ta tête, en gros, ne me pas, tu vois? Est-ce qu'il y a une place pour un style de marketing comme ça, un peu rentre dedans, vu que le marché est inéduqué? Ou tu penses que c'est encore un peu tôt, d'avoir des gens un peu plus carrés dans leur publication? Non, moi, je pense qu'on est dans on est dans une époque où, un marketing plus mature, ça peut avoir du sens. Hem, Après, faut toujours faire attention à la vulgarisation, tu vois? OK. Hem, Ça retombe un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que allez, je vais te donner un exemple si je devais commencer un compte Instagram aujourd'hui, Ouais, vas-y, tu vois? carrément. Si je devais commencer un compte Instagram aujourd'hui avec les mêmes connaissances que j'ai actuellement, je le ferais, de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais m'informer sur ce qui se passe dans la niche, tu vois? Je vais faire de la recherche à fond parce que si j'arrive avec un marketing plus mature et que je m'adresse à personne, ça sert à rien. Ouais, c'est clair. C'est Il y a un pas de journal marché, il y a pas de intitulé marché. Ouais. exactement, il y a pas de marché. Donc, dans un premier temps, je vais analyser tout ce qui se dit, tous les sujets qui fonctionnent à l'instant T. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet. C'est pas, ce qu'il y a dedans d'une certaine manière. OK? OK. Imaginons par exemple que, tout le monde parle de hashtag et pour moi, c'est l'exemple le plus facile. Tout le monde parle de hashtag et cetera et tout le monde dit: «Mettez, ces hashtags-là si vous voulez percer sur les réseaux. Mettez ces hashtags-là si vous voulez avoir des résultats. Mettez le hashtag machin, machin si vous voulez, que les gens s'abonnent à votre compte». Moi, je vois ça, je vois que c'est du bullshit, tu vois? Et je me dis: «Ben non, quand il me parle, je peux parler de hashtag, sauf que je vais pas dire la même chose que les autres». Je peux faire une publication, je vais dire, voici les hashtags que vous devez utiliser si vous voulez avoir des résultats et puis mettre il y en a aucun parce que les hashtags ne vont pas te permettre d'avoir des résultats. Je t'explique ça en 2 secondes. Le CEO d'Instagram a indiqué que les hashtags sont plus utiles si on veut avoir des résultats, on veut avoir de la visibilité. C'est un vestige du passé. Aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir de la visibilité à partir de ta description, tu vas plutôt jouer sur le SEO. Et là, voici X mots-clés que tu peux rajouter sur ton compte pour avoir de la visibilité. Je prends le même sujet qui fonctionne déjà, mais j'amène mon expertise à moi. Tu vois? Mais très important de se baser sur, des sujets sur lesquels il y a déjà de la demande et simplement se brancher dessus plutôt que de parler de ce que j'ai envie d'une certaine manière, tu vois? Donc ça, je le ferai pendant un certain temps parce que ça permet de ramener des yeux, en fait,
sûrement. Parce que OK, la première partie, les gens, avant de s'intéresser de ce que tu as à dire, ils ont besoin que tu sois quelqu'un pour eux. OK, Tu vois? Par exemple, si tu prends Alex Hormozy, qui raconte exactement la même chose que moi aujourd'hui, les gens vont plus prêter attention à ce qu'Alex Hormozy il a dit, simplement parce que il leur a apporté tellement de valeur que c'est devenu quelqu'un, hem, qu'ils estiment comme quelqu'un qui mérite d'être écouté. OK. Tu vois? Donc si aujourd'hui je commence un nouveau compte Instagram et je commence à donner mon avis à gauche, à droite, et cetera, en fait, personne l'a demandé, ça intéresse personne. Mais si je commence par donner de la valeur et que les gens commencent à se dire: «En fait, ce gars-là, il est trop fort, il parle de tous les trucs qui sont importants pour moi, et cetera», même si c'est pas les trucs les plus pointilleux, au moment où je vais dire un truc qui est deep, donc du coup dans ma phase 2, ils vont prêter attention à ça parce qu'ils vont se dire: «En fait, ce gars, il est trop fort». Tu vois? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu regardes, par exemple, l'évolution d'Hormozy sur les réseaux sociaux, il est arrivé, ses premiers contenus, c'était que des contenus astuces. Tu vois? Astuce, 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 conseil, astuce, conseil, astuce, conseil. Il a balancé, 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 balancé par rapport à ça, avec un positionnement qui était très fort dès le départ, et cetera. Et c'est après qu'il a commencé à switcher sur un format plus interview, parce qu'à partir du moment où le gars, il était connu, on voulait en savoir plus sur lui. Ouais, OK. Tu vois? Sur ses opinions, sur pas mal de choses, et cetera. Mais il faut faire les choses par étapes. D'abord, tu donnes de la valeur aux gens. Une fois qu'ils estiment que tu es valuable, là, à partir de là, ils vont vouloir s'intéresser à tes routines, ils vont vouloir s'intéresser à ce que tu manges, ils vont vouloir s'intéresser à pas mal de choses parce qu'ils vont se dire: «C'est certainement tout ça qui fait qu'il a du succès». Tu vois? Donc voilà, En gros, step by pour le step. copier, on a vu une vague de gens avec des trucs sur le nez là. Tu vois? Pourtant, ce truc sur le lait, c'est pas ça qui fait qu'il réussit, le gars, tu vois? Non, c'est clair, c'est clair. Et du coup, justement, comment toi t'as fait pour garder un ton, on va dire aussi tranché sans te griller auprès de l'audience? Je pense que c'est le positionnement. Genre, en gros, les idées de contenu que je partage sur mon compte, c'est pas des idées de contenu dont personne n'a jamais parlé, tu vois? C'est des idées de contenu dont d'autres personnes ont déjà parlé. Hem, c'est qu'il y a très peu de temps que j'ai commencé à faire du contenu un peu plus en freestyle et en soi, je suis en phase de test, tu vois? Donc pour le moment, je suis Justement, très ça chill donne avec quoi? ça. Pour avoir un petit feedback, même si c'est du C'est test, hein? bah, c'est assez marrant parce que, j'en ai pas fait encore beaucoup. OK. Après, si tu veux, je pourrais te dire combien de pièces de contenu il faut publier pour commencer à estimer que c'est assez, mais je n'ai pas fait encore beaucoup. J'ai 2 vidéos qui ont plus ou moins bien fonctionné. Je pense qu'il y en a une qui a dépassé les 40 000 vues. Heu, attends, je vais juste regarder les stats pour pas dire de bêtises. Je pense qu'il y a une vidéo qui a dépassé les tac, 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 tac. Elle a 57 000 vues. Il y en a une qui a 32 000 vues et puis, les autres sont, 5 000, 6 000, 7 000, des trucs comme ça. Les stats sont corrects. Heu, je pense que si je pousse un petit peu, ça peut vraiment être pas mal. Après, c'est des vidéos qui sont pas scriptées, tu vois? Mais par contre, les sujets, ils sont recherchés en amont. OK. Donc plus naturel du coup, en fait, c'est vraiment plus naturel avec les mots qui te viennent à l'instant, est-ce que ça peut Exactement. amener plus d'authenticité et de sincérité? Ouais, ça permet d'avoir plus d'authenticité, ouais, clairement. OK. Et justement, en parlant de sincérité, c'est quoi pour toi la limite entre sincérité et stratégie? Tu vois? Comment tu jauges ça, tu vois? Oh, les 2 peuvent aller ensemble, ouais, aucun souci. Il y a aucun souci. Après, si tu peux me préciser un peu ce que tu veux dire par sincérité, ce serait cool. Ben, en gros, on va dire, l'honnêteté, la transparence. En gros, pour toi, est-ce que tu estimes du coup que ta communication du coup est, bah, transparente et honnête, en gros? Et avec la stratégie un petit peu, marketing qui va aller. Parce que souvent quand on a dit des trucs qui sont honnêtes ou sincères ou transparents, c'est moins sexy que des promesses ultra vendeuses, tu vois? Et donc comment Mmh, tu juges pour avoir à la fois de l'honnêteté, de la sincérité et à la fois quand même quelque chose qui soit un petit peu plus sexy, pour les gens qui ont l'habitude de consommer du mmh, contenu quoi, du coup? heu, bon, déjà, de base, pour moi, je trouve que c'est pas 2 choses qui sont séparées. Tu vois? Pour moi, c'est 2 trucs qui peuvent largement aller ensemble. Il y a aucun souci par rapport à ça. En fait, hem, quand tu travailles ton positionnement, déjà, tu réponds à cette question de base, tu vois? Tu sais de quel sujet tu vas parler, ce dont tu vas pas parler, et cetera. Ça te permet déjà d'avoir une bonne clarté par rapport à ce niveau-là. Ensuite, quand tu mets en place ta stratégie de contenu, tu vas avoir
3 différents types de contenus que tu vas aborder sur ton compte, tu vois? Le 1er type de contenu, c'est du contenu de valeur et le contenu de valeur, en fait, grossièrement, ça rentre directement dans une bonne stratégie. C'est typiquement tout ce que je t'ai raconté sur, aller regarder un peu ce qui se passe dans le marché et puis ensuite, donner ta version à toi des choses sur ton compte, tu vois? Hem Et puis ensuite, il y a 2 autres types de contenus qui sont aussi extrêmement importants, tu vois? Le 1er type de contenu qui est extrêmement important, mis à part celui qui est orienté valeur, ça va être le contenu de connexion. Et quand je publie le contenu, je suis en face cam et je balance directement quelque chose, même si j'ai déjà validé que le sujet devrait fonctionner, c'est un contenu de connexion. Tu vois? Quand je fais une publication, je dis aux gens: «Augmentez vos prix» et puis je leur raconte pourquoi est-ce que c'est important d'augmenter leurs prix parce que j'ai vu des clients, des personnes qui n'arrivaient pas à vivre de leur activité pour X, Y, Z raison. C'est un contenu de connexion et c'est un contenu transparent et authentique. Le 2e type de contenu, mis à part le contenu de valeur, ça va être le contenu de flex ou bien de FOMO, tu vois? Qui va plus être un contenu où tu vas partager simplement tes chiffres, les chiffres de tes clients et cetera, les résultats, ou bien les choses sur lesquelles tu es en train de travailler et cetera, qui va créer de la hype, tu vois? Et en fait, une bonne stratégie de contenu, c'est juste une stratégie de contenu qui va combiner les 3 et qui va mettre beaucoup plus l'accent sur le contenu de valeur parce que c'est lui qui amène l'œil et puis un peu moins de contenu sur les 2 autres piliers. Mais, il y a pas enfin, à partir du moment où tu es expert dans un domaine, naturellement, tu es en mesure d'apporter de la valeur. Naturellement, tu es en mesure de parler de choses que tu as vécues par rapport à ton expertise et naturellement, tu es en mesure de parler de résultats que tes clients, ils ont déjà eu, tu vois? OK, ouais, Pour moi, c'est pas du tout des choses qui sont incompatibles. Tu peux avoir une stratégie qui match avec ta réalité. Parce qu'en fait, au final, être transparent, c'est quoi? Être transparent, c'est tu as fait 100 €, tu dis: «Tu as fait 100 €». Être transparent, c'est tu as eu 10 clients, tu dis que tu en as eu 10, tu dis pas que tu en as eu 60. Être transparent, c'est, actuellement, tu prends que des bêta-testeurs parce que ton produit, il est pas encore assez bon. Ben, tu dis, «Je prends des bêta-testeurs pour le moment». Tu es en train de créer ton offre, c'est de dire: «Je suis en train de créer mon offre». C'est juste ça la transparence, en fait, au final, tu ouais, vois? ouais, clairement. Donc, c'est pas incompatible du tout. Et est-ce que tu penses que pour percer, on va dire, il faut vraiment polariser pour exister? Ou même avec une stratégie moins agressive, on peut quand même, perdurer longtemps? Parce que j'ai quand même l'impression que l'algo, il met vachement en avant les gens qui polarisent, qui critiquent, tu vois? Qui suscitent vraiment du mouvement, de l'engouement. Est-ce Mmh. que finalement ça peut être une bonne chose court terme et après sur du long terme? Ou comment c'est quoi ton regard sur ça, du coup? Moi, j'aime bien toujours être basé sur la psychologie, hein, et sur le OK. marketing en soi. Polariser, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que tu vas avoir plus de commentaires parce que, tu vas avoir 2 camps. Tu vas avoir le camp des personnes qui vont être d'accord avec toi, le camp des personnes qui sont pas d'accord avec toi. Donc, naturellement, ça fait du commentaire. Si ça fait du commentaire, l'algorithme se dit que le contenu, il est bon et du coup, ça pousse le contenu. Après, est-ce qu'il faut polariser pour réussir sur les réseaux sociaux? Je dirais que c'est une stratégie parmi tant d'autres. Il y a des stratégies qui nécessitent pas d'être polarisant. Hem Mais disons que c'est facile de grossir sur les réseaux, de cette manière-là, tu vois? Si par exemple, je fais des publications où je parle du fait que le gouvernement taxe beaucoup les gens, naturellement, il y a des personnes qui vont être en mode: «Si t'aimes pas, alors tu quittes». OK. Il y a des gens qui vont être en mode: «Oui, moi aussi, on m'a beaucoup taxé». OK, tu vois? Ils vont pouvoir avoir la capacité de donner leur avis et je pense que ce qu'il faut comprendre, en fait, par rapport à ça, c'est que, surtout quand on fait des publications, d'expertise, c'est que malheureusement, quand on fait de l'expertise, on ne laisse pas l'espace aux gens pour donner leur avis. Si je te dis que tu dois publier 5 fois par jour parce que X, Y, Z Ouais. raison et que c'est cohérent, tu peux juste dire oui, tu vois? Alors que si je raconte une histoire qui m'est arrivée, hem, genre par exemple, je te dis: «Oui, j'ai travaillé avec X personnes et ça s'est extrêmement mal passé, donc du coup, quand vous voulez recruter des personnes, faites attention à ça, 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 ça». Il y a des personnes qui ont déjà essayé de recruter et qui vont avoir des choses à dire parce qu'ils ont une expérience par rapport à ça, tu vois? Donc à la place de penser polarisation, je pense que le mieux, c'est de penser: est-ce que dans le contenu que je partage, je laisse aux gens l'espace de donner leur avis ou bien de raconter leur histoire ou bien de se sentir concerné d'une manière ou bien d'une autre, tu vois? Si je laisse pas cet espace-là, il y a pas de commentaires. S'il y a pas de commentaires, du coup, le contenu n'amène pas enfin, il est pas poussé, en tout cas, au niveau des commentaires, même s'il peut être poussé au niveau d'autres choses. Mais, grossièrement, le point, c'est juste ça, quoi, tu vois? Donc du coup, si je comprends bien, une bonne stratégie à peu près équilibrée, ce serait, faire peut-être de temps en temps du contenu polarisant et du contenu expertise du coup pour laisser les gens s'exprimer et pour un petit peu montrer ton expertise ou tu ajouterais une autre chose en plus? Ouais, je dirais, dans les 3 piliers, c'est valeur, connexion et FOMO.
Et le contenu valeur, c'est vraiment le contenu sur lequel il faut vraiment démarrer. Genre, si tu commences aujourd'hui à créer du contenu, tu peux partir même all-in sur la partie valeur, tu vois, euh, jusqu'à avoir allez, peut-être tes 1000 premiers abonnés, tu vois. Euh, et oui, le contenu connexion, il va être un contenu plus polarisant. En fait, il va être polarisant de nature, tu vois. Même si je dis augmentez vos prix, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais non, pourquoi toujours facturer plus cher? Ah Non, ouais. vous abusez. C'est juste, en fait, du contenu que tu vas donner ton opinion et ça va être suffisant, en fait, pour être polarisant, quoi. OK, OK. Yeah, yeah. Et du coup, donc là, ça va être les dernières questions du coup. Bah, du coup, c'est quoi la suite pour toi, pour le Mouton Noir? Raconte-nous un petit peu, on veut savoir, ce que tu Yes. prépares. Ok, ok. Du coup, moi, j'ai quitté un peu le monde de la vente high ticket, closer, setter, etc., etc. J'ai arrêté aussi tout ce qui est one-one. Enfin, j'arrête progressivement. Bientôt, je pense que je vais terminer tout ce qui est one-one parce que je pense que de mon observation, le marché prend un tournant qui est différent. Tu vois, je pense que les coachs qui commencent à avoir un peu plus de maturité commencent peut-être à se rendre compte que les clients qui sont closés, comme je te disais avant, il y en a, ils sont pas prêts, en fait, pour le programme dans lequel tu es. C'est juste qu'ils aiment bien ton personal branding. Ils ont eu un très bon vendeur en phase 2 qui a fait la vente. Mais j'ai le sentiment que c'est pas satisfaisant, tu vois. Moi, personnellement, en tant que coach, je trouve que c'est pas satisfaisant d'avoir des personnes en face de moi que je suis en train d'accompagner et qui sont pas prêts, en fait, pour mon accompagnement, tu vois. Et l'idée, c'est que je pense que le branding et le marketing sont des choses qui sont en train de revenir. Tu vois, avant, je trouve que c'était très présent. Genre, avant qu'il y ait eu toute cette vague, en fait, qui parle du closing. Genre, si tu prends il y a 4, 5 ans, le closing, on n'en parlait presque pas. Tu vois, tu redirigeais les gens vers ta Ouais. page de vente et les gens, ils achetaient par rapport à ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va tout doucement revenir en avant. Et c'est ça que moi, j'ai envie de, c'est sur cette vague-là que j'ai envie de surfer. OK. Et du coup, c'est pour ça que tu vois que je fais du contenu qui va plus connecter avec les gens. Moi, mon idée, c'est quoi? C'est que, ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est acquisition organique. Je veux me diversifier et être juste bon en acquisition de cours, que ce soit en ads ou bien en organique. Et en fait, je suis en train de switcher, du coup, de l'ancien modèle que j'avais vers un modèle, en fait, où effectivement, les gens peuvent, à travers mon contenu, à travers ma présence, à travers, toutes les actions que je mets en place, les gens ont ce déclencheur interne où ils se disent: «Il faut que je travaille avec lui» et avant même qu'ils arrivent, sur un appel, même si je pense pas qu'il y aura des appels, je suis encore en train de travailler sur le système. Avant même qu'ils arrivent sur un endroit où ils vont payer, en fait, ils sont déjà au courant du prix, ils sont déjà au courant de ce que ça demande en termes d'investissement, même en termes de temps et cetera. Ils ont beaucoup plus de clarté, en fait, sur là où ils vont. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, moi, les coachs qui m'inspirent, les créateurs de contenu qui m'inspirent, les entrepreneurs qui m'inspirent, c'est pas particulièrement des entrepreneurs où je vois qu'ils sont orientés à 100% sur de la vente high ticket, tu vois? Et donc du coup, j'essaie de prendre cette vague-là parce que je pense aussi que les coachs aujourd'hui, heu, comme on en parlait avant, il y en a qui commencent à se rendre compte que, hem, ton personal branding, avoir une équipe marketing, voire une équipe sales qui va prendre beaucoup d'espace, donner du pourcentage à gauche, à droite, et cetera, c'est pas viable, Mmh. tu vois? C'est pas viable. Il y a un gars, il a dit un truc qui était super intéressant. Il a dit: «Je suis pas venu je suis pas venu en business pour gérer un call center», Ouais. tu vois? Et grossièrement, je trouve qu'on part un peu dans ce truc où on devient tous des call centers et j'ai vraiment le sentiment que ce truc-là va commencer à tout doucement tout doucement commencer à laisser de l'espace à un marketing qui est beaucoup plus orienté sur le client qui décide d'acheter chez toi, plutôt que toi qui pousse le client à acheter via des appels de vente et cetera. Hem et peut-être que progressivement, ça va prendre le dessus sur ce qu'on fait actuellement, donc
du closing, pur et dur et cetera. Et moi, ouais, pour la suite, du compte Le Mouton Noir, je veux vraiment rediriger mon marketing, pour le coup, vers cette direction-là, vers la direction où, les gens se disent: «En fait, c'est avec lui que j'ai envie de travailler. Je connais plus ou moins ses tarifications, je sais par quel chemin je dois passer et cetera», et j'essaie de structurer, en fait, tout mon business depuis, 2-3 mois dans cette voie-là, et 2026, c'est vraiment l'année où, on focus, sur ça, quoi. OK. Ah bah, nickel. Est-ce que tu aurais des réseaux sociaux, du coup, sur lesquels on pourrait te contacter ou te suivre ou te follow? Yes. Pour me suivre, vous me suivre sur, mon compte Instagram, c'est là que je suis principalement. Le compte, c'est Le Mouton Noir. Le Mouton tout collé point noir. Sur TikTok, c'est pareil, et sur, Threads, c'est pareil. OK, je mettrai tous les liens, dans la description en bas. Comme ça, si les gens Mmh. peuvent te retrouver, ils pourront te retrouver plus facilement, quoi, du coup. Yes. OK, Est-ce que OK. tu as un dernier petit mot à faire passer, aux gens qui nous écoutent? Peut-être une petite conclusion sur tout ce qu'on vient de dire, du coup, si tu devrais tout résumer en Mmh. quelques phrases? Ouais, clairement. Hem, Ça va être au-delà de ce qu'on a dit, mais ça rejoint l'idée. Hem, c'est que c'est vraiment très important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent à cause de ça. C'est que si vous êtes en business, votre objectif, c'est de faire de l'argent. Peu importe comment vous le faites, peu importe à quel point, enfin, c'est pas un hobby, quoi, en fait. Vous avez le choix. Vous pouvez créer un compte Instagram et parler de votre passion en mode hobby, et là, c'est un hobby. Vous le savez, il y a pas de stress au niveau financier, c'est un hobby, OK? Mais à partir du moment où vous décidez de créer du contenu, de créer un compte Instagram, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux de manière professionnelle, vous pouvez plus traiter cette chose professionnelle comme quelque chose qui n'est pas censé vous ramener de l'argent, OK? Si vous prenez, un exemple Si vous prenez un exemple, quand vous allez commencer à travailler pour quelqu'un, peu importe la boîte, eh ben, vous allez avoir une phase où vous devez vous former, OK? Peu importe la boîte, il y a au moins, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, 2 mois de formation. Parce que ils ont créé des processus répétables, et la raison pour laquelle ils engagent quelqu'un, c'est parce que ce processus répétable, il y a plus assez de personnes pour le répéter pour qu'il puisse avoir des résultats. Donc du coup, ils prennent quelqu'un à qui ils vont apprendre ce processus, et puis ensuite cette personne pourra appliquer le même process qu'ils ont appliqué depuis longtemps pour avoir des résultats. C'est comme ça qu'on crée un métier. Et vous pouvez pas arriver en mode, moi j'arrive sur les réseaux sociaux pour faire ce que je veux, OK? Vous allez perdre énormément de temps, vous allez perdre énormément d'argent, et au-delà de ça, vous allez perdre énormément d'espoir. Parce qu'il y a rien de plus compliqué que de faire quelque chose, même si c'est mal fait, de faire quelque chose pendant longtemps, et cette chose n'amène pas de résultat, OK? Et quand on perd de l'espoir, c'est très chaud. Parce que c'est très difficile à rattraper. On a l'impression, en fait, qu'il y a rien qui fonctionne. Il y a pas rien qui fonctionne. Vous avez rien fait de la bonne manière jusque maintenant, OK? Donc effectivement, il y a des stratégies qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, il y avait la télévision, c'est un média. Il y avait la radio, c'est un média. Donc communiquer pour attirer l'attention des gens, ça a toujours existé. OK? Donc vous n'avez pas besoin, vous, d'arriver et de vous dire: «Je vais tout réinventer parce que je veux être authentique». OK? C'est pas de l'authenticité, c'est du freestyle. Tu vois? OK. Donc l'idée, c'est ça, c'est regarder ce qui fonctionne, apprenez les choses, et puis ensuite mettez en place des stratégies. OK? Et c'est uniquement une fois que vous aurez conscience concrètement de ce que ça signifie de réussir dans votre domaine, que vous pourrez commencer à vous dire: «OK, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas». Si je comprends pas comment fonctionne Instagram, je peux pas dire que, Instagram, ça m'intéresse pas, ou bien je suis authentique, ou bien je suis pas authentique. Je suis original, je suis pas original. Je suis incapable de le dire parce que je sais même pas comment ça fonctionne. OK? Donc, faites les choses dans l'ordre. Le temps que vous passez dans le désordre, c'est quand même du temps, c'est quand même de l'espoir, c'est quand même de l'investissement, et ne perdez pas toute cette partie-là. En plus, c'est la partie où on a le plus de hype, en fait, quand on commence un projet. Ne perdez pas toute cette partie-là à freestyler au nom, de l'originalité, de l'authenticité, ou bien d'autres termes, en fait, qui n'ont pas de sens tant que vous n'êtes pas encore assez bon dans le domaine dans lequel vous êtes. OK, nickel. Ben merci pour cette leçon business. Ben merci d'avoir participé, d'avoir répondu favorablement, du coup, à l'invitation, et puis je te Avec dis à plaisir. la prochaine. Yes, à la prochaine. Ciao, ciao.